En 65 secondes, on peut faire beaucoup de choses. Et en même temps, pas tant que ça. On peut attendre que le micro-ondes sonne, scroller une dizaine de posts sur les réseaux sociaux pour saigner des yeux, ou faire réchauffer son café. 65 secondes, c'est à peine plus d'1 minute. Mais c'est aussi le temps qu'il faut pour qu'un meurtre soit commis. Ah ouais, là c'est tout de suite moins fun. Plusieurs coups de fusil sont tirés, un suspect est en fuite, et une enquête pour meurtre commence. Mais même si le crime n'a duré que 65 secondes, l'enquête elle va être un peu plus longue. Et surtout, elle va aboutir entre autres grâce à un tiroir à chaussettes. Ah oui, vous allez voir, on est sur une affaire criminelle très spéciale. Salut, c'est le Cogiteur, bienvenue pour cette nouvelle affaire criminelle et tu vas voir qu'il y a quelqu'un qui a pas réussi à cacher ses secrets. Et d'ailleurs, vous avez des secrets vous ? Je crois que je préfère pas savoir en fait, vu ce que je lis dans les commentaires des fois. D'ailleurs, ceux qui écrivent des horreurs comme ça, faut aller voir quelqu'un. Hein. Bon, mais justement, pour tout garder secret, il y a CyberGhost VPN, le sponsor de la vidéo. CyberGhost VPN, c'est une excellente solution pour te protéger. C'est pas moi qui le dis, hein. Ce sont les plus de 38 millions d'utilisateurs et les 20 000 personnes qui ont noté ce VPN comme excellent sur Trustpilot avec une note quasi parfaite. Ça fait plus de 3 ans que j'utilise et ils m'ont jamais rien offert, hein. J'ai tout payé. Mais bon, au moins ils sponsorisent la vidéo. Bon, un VPN c'est essentiel pour protéger ta vie privée numérique parce qu'autrement, c'est pas le cas, même en mode incognito. Ton fournisseur d'accès internet, le service informatique de ton école ou de ton entreprise, le routeur Wi-Fi de ton domicile et même les sites web que tu visites, et sûrement surtout eux, savent toujours qui tu es et suivent tes moindres faits et gestes. Si tu vas sur un réseau Wi-Fi public, ce sont carrément tes mots de passe, tes coordonnées bancaires et toutes tes infos perso que tu mets en péril. Et est-ce que t'as envie qu'un hacker mette le nez dans tes messages privés sur Instagram? Je suis sûr que t'as pas envie. Alors le bouclier contre ces intrusions dans ta vie privée, c'est CyberGhost VPN. Ce VPN crypte et redirige 100% de ton trafic via des serveurs sécurisés, de sorte que personne ne connaisse rien de ton activité en ligne. Ça se fait en 2 clics et CyberGhost possède 11 000 serveurs dans plus de 100 pays prêts à répondre à tous tes besoins. En plus, avec ce VPN, j'ai pu économiser pas mal d'argent sur mes billets d'avion, sur mes abonnements et même sur les prix des hôtels parce que c'est pas les mêmes avec ou sans VPN. Et avec tout cet argent économisé, j'ai commencé à regarder les billets d'avion pour les Seychelles. Et j'ai arrêté de rêver. Avec CyberGhost, tu peux changer ta localisation. Tu peux aussi débloquer les bibliothèques de plus de 40 plateformes de streaming telles que Netflix, Amazon Prime et plein d'autres encore. Mais si t'aimes les animés, les films ou les séries avec des fins bâclées du genre Game of Thrones, t'auras plus aucun programme géo-restreint. L'application est disponible pour tous les systèmes d'exploitation et peut protéger jusqu'à 7 appareils en même temps pour toi. Et oui, tu peux partager ton abonnement avec du monde. Donc c'est vraiment pas le moment de rater l'offre exclusive toute prête pour toi avec le lien dans ma description. 83% de réduction immédiate et 4 mois gratuits pour un abonnement qui revient à 2,03€ par mois. En plus, c'est sans risque, il y a une garantie de remboursement de 45 jours et un accès au support client 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Protège-toi maintenant avec mon lien en description. Allez, on commence. Heidi Erickson a grandi à Falcon Heights, dans le Minnesota, au sein d'une famille sans histoire. Elle est la plus jeune des 3 enfants de John et Linda Erickson, et leur seule fille. Dès l'enfance, Heidi se démarque par sa personnalité joyeuse et son sens artistique. Mais ce qui frappe le plus ceux qui la connaissent, c'est sa capacité à créer des liens profonds avec les gens. Heidi n'a pas de relations superficielles. Elle parle de vraies choses. Elle se montre toujours vulnérable, honnête et ouverte. C'est donc sans surprise qu'elle fait du bénévolat, part en mission humanitaire et enseigne à l'école du dimanche. Sa foi est importante pour elle. C'est d'ailleurs à l'église qu'elle rencontre Nicolas Firkus, que tout le monde appelle Nick. Et c'est comme ça qu'on sait que l'affaire se passe pas en France. Quand elle fait sa connaissance, elle est au lycée, en seconde, et lui en première. Enfin, c'est l'équivalent parce que ça marche pas exactement pareil aux États-Unis. Ils se croisent au groupe de jeunes de la Calvary Church à Roseville, et commencent rapidement à se fréquenter. Nick semble être un jeune homme bien sous tout rapport. Il vient d'une bonne famille, mais est aussi très investi dans l'église. Les parents d'Heidi sont ravis quand leur fille leur présente. Et après quelques années de relation, le couple se marie à Calvary Church en 2005. Heidi est alors âgée de 20 ans et Nick 22. Ils s'installent ensemble à Saint Paul, dans le Minnesota, dans une petite maison sur West Minnehaha Avenue. Oui, vous avez bien entendu, Minnehaha Avenue. Heidi travaille pour Securian, une compagnie de services financiers. Nick, quant à lui, est salarié dans l'entreprise de nettoyage de tapis de son père, dans laquelle il est directeur des opérations. La jeune femme parle à ses parents de leur envie de déménager dans un appartement plus petit, pour économiser de l'argent, et acheter une maison plus grande dans le futur. C'est son rêve de devenir maman, et elle espère pouvoir passer à temps partiel pour se concentrer sur ses enfants quand elle en aura. En gros, la vie des Firkus suit son cours.
Jusqu'au 25 avril 2010, jour où un véritable drame fait tout basculer. Ce jour-là, à 6h32, une opératrice du 911 reçoit un appel de détresse émanant de Saint-Paul. À l'autre bout du fil, une voix féminine paniquée, essoufflée, qui lui dit que quelqu'un essaie d'entrer chez elle. C'est celle d'une jeune femme de 25 ans, Heidi Firkus. L'opératrice comprend rapidement que ça n'a rien d'une blague et lui demande son adresse pour lui envoyer des secours au plus vite. Mais quand elle la donne, un bruit assourdissant se fait entendre. Elle crie, puis plus rien. Le silence complet. L'appel, qui a duré 30 secondes, est coupé. L'opératrice essaie évidemment de rappeler, mais elle n'obtient pas de réponse. 65 secondes après la coupure, un deuxième appel arrive au 911 et cette fois, c'est un homme. Il est complètement hystérique et il semble paniqué. A raison, étant donné qu'il dit que sa femme a pris une balle et que quelqu'un s'est introduit chez eux. L'homme hurle dans le téléphone en disant qu'ils ont tous les deux été touchés. Cet homme, âgé de 27 ans, c'est Nick, le mari d'Heidi, qui a passé le premier appel au 911. Encore une fois, l'opératrice lui demande ce qui s'est passé. Il explique qu'un intrus est entré chez eux par effraction, qu'il a essayé de lui prendre le fusil et que dans la lutte, 2 coups sont partis par accident. C'est à ce moment qu'Heidi a été touchée au niveau du haut du dos et lui à la jambe. Une situation inquiétante qui la pousse à envoyer dans l'instant une équipe de police et des secours à l'adresse du couple, au 1794 West Minnehaha Avenue. Les premiers intervenants arrivent en moins de 6 minutes et quand ils entrent dans la maison, ils trouvent la jeune femme au sol, dans la cuisine. Elle est à environ 4 mètres de la porte d'entrée, allongée sur le dos, immobile. Et une mare de sang s'est formée autour d'elle. Les ambulanciers tentent de la ranimer. Malheureusement, malgré leurs efforts, ils n'y parviennent pas. Heidi est morte. Et Nick n'a pas l'air de comprendre ce qui est en train de se dérouler. Il est à côté d'elle, toujours au téléphone avec les secours, et s'il est effectivement blessé à la cuisse gauche, c'est une blessure qui ne met pas en jeu son pronostic vital. Par chance, la balle n'a fait qu'effleurer la surface de sa peau, mais il est tout de même transporté à l'hôpital pour être soigné. Pendant ce temps, les inspecteurs de police sécurisent la scène de crime. Et ce qu'ils découvrent les laisse perplexes. La porte d'entrée est ouverte. Bon, mais il n'y a aucun signe d'effraction. Pas de bois éclaté, pas de serrure forcée, juste quelques légères marques d'usure sur le cadre de la porte. Le genre de marque qu'on pourrait trouver sur n'importe quelle porte ancienne. Dans le vestibule, juste à gauche de la porte d'entrée, il y a une petite table. Dessus, une bouteille de bière, 2 chandeliers, une plante, un reçu et divers autres objets. Absolument rien n'a été renversé. Tout est parfaitement en place. Ouf, j'ai eu peur pour la bière pendant un moment. Cette histoire sera un peu moins horrible. Au pied de cette table, il y a un fusil à double canon, l'arme du crime, qui appartient à Nick. Dans un premier temps, les enquêteurs se demandent quel cambrioleur essayerait de s'introduire dans un logement à 6h du matin. Puis ils examinent également l'espace. Et là, quelque chose les frappe instantanément. Le vestibule est minuscule. Comment une violente lutte pour le fusil aurait-elle pu se produire dans cet espace restreint, sans que rien ne tombe ou ne se renverse, sans qu'il y ait aucune trace de cette brutale bagarre? Quand le commandant chargé de l'enquête arrive sur les lieux, il comprend vite que ce qui est observable sur la scène de crime colle pas avec l'histoire de Nick. Mais pour l'instant, tout ce que les forces de l'ordre ont, ce sont des doutes et un corps. Celui d'une victime tuée pendant qu'elle était au téléphone avec une opératrice du 911. Son mari, lui, a survécu et s'en est tiré avec ce qu'on peut qualifier d'égratignure à la jambe. Entre ces 2 appels, 65 secondes se sont écoulées. 65 secondes qui vont devenir le cœur d'une enquête qui durera plus d'une décennie. Que s'est-il passé pendant cette poignée de secondes? Une question simple, à laquelle les réponses vont être compliquées à trouver. Quelques heures à peine après la fusillade, Nick sort de l'hôpital. Sa blessure à la jambe a été soignée et il est emmené au poste de police de Saint-Paul pour être interrogé. Faut préciser une chose importante. Il n'est pas en état d'arrestation à ce moment-là. Nick est tout à fait libre de partir à tout moment, ce qui rend ses déclarations d'autant plus intéressantes. L'enquêteur commence par des questions générales. Il demande à Nick si Heidi et lui avaient des problèmes de couple. Il répond que c'était juste des trucs normaux comme du stress financier, et ajoute qu'ils étaient toujours meilleurs amis. L'homme est calme en répondant. L'enquêteur chargé de son interrogatoire lui demande donc de raconter ce qui s'est passé en détaillant au maximum. D'après lui, dans la nuit du 25 avril 2010, il dort avec Heidi dans leur chambre située à l'étage de leur maison. Aux alentours de 6h du matin, il se lève pour aller boire un verre d'eau dans la salle de bain, avant de retourner se coucher. Environ 10 à 15 minutes plus tard, il entend quelqu'un tripoter la poignée de la porte d'entrée.
comme si il essayait de forcer la serrure pour entrer dans la maison. Nick pense immédiatement à son fusil de chasse, qu'il garde dans le placard de la chambre conjugale. L'arme était auparavant au sous-sol, mais il l'avait montée environ 1 mois plus tôt par peur de la corrosion. Et parce qu'il voulait l'avoir à portée de main en cas de besoin, pour pouvoir se défendre et envoyer 2-3 pruneaux bien chauds. Persuadé qu'une personne cherche à entrer par effraction dans son logement, Nick attrape son fusil et le charge avec 2 cartouches avant de réveiller Heidi. Il demande à sa femme d'appeler le 911, puis ils descendent les escaliers ensemble, Heidi devant et Nick derrière, avec le fusil. En entendant ça, l'enquêteur qui l'écoutait jusque-là patiemment est surpris. Et il dit qu'en tant qu'homme, armé d'autant plus, il n'aurait jamais fait descendre son épouse en premier. Surtout en sachant que la porte d'entrée se trouve quasiment en face du bas des escaliers. Au moment où la porte s'ouvre, c'est un nez à nez direct avec l'intrus. Mais Nick insiste, à l'instant T dans l'urgence. Il veut juste qu'Heidi avance rapidement. Ils ne veulent pas regarder par la fenêtre ou le Judas. Leur but est de sortir par la porte arrière de la maison, d'aller au garage, de prendre la voiture et de s'enfuir. Sauf qu'ils n'ont pas le temps de le faire. Dès qu'ils atteignent le bas des escaliers, la porte d'entrée s'ouvre brutalement et un homme entre. Nick reste assez vague. Il dit que tout ce dont il se souvient, c'est que l'intrus mesurait plus d'1,80 m, avait l'air de peser entre 90 et 100 kilos et portait un sweat à capuche de couleur foncée et des gants. C'est ce qui explique qu'il n'ait laissé d'empreinte digitale nulle part, que ce soit sur le fusil ou la porte d'entrée. Une fois dans la maison, l'homme avance d'1 mètre à l'intérieur et tente immédiatement de s'emparer du fusil en l'attrapant par le canon. C'est donc à ce moment que la fameuse lutte s'engage dans le vestibule. Alors, vous attendez pas à une bataille épique, parce que Nick affirme qu'à ce moment, il est en difficulté, puisqu'il tient le fusil de la main gauche et son pantalon de pyjama de la main droite pour éviter qu'il tombe. Peut-être que 2 canons ça aurait été déloyal, je sais pas. En tout cas, pendant la bagarre, les doigts de Nick glissent sur la détente du fusil, et un premier coup de feu part. Il soutient qu'il ne se rappelle pas exactement ce qui s'est passé. Ce dont il est sûr, c'est que la balle qui est partie est venue se loger dans le dos d'Heidi, qui essayait de fuir en passant par la cuisine. Ces imprévus dramatiques ont fait peur à l'intrus, qui lâche le fusil et prend ses jambes à son cou. Nick tombe ensuite au sol à côté d'Heidi, prend le téléphone de sa femme et appelle le 911. Tandis que l'enquêteur prend des notes, l'homme se renseigne sur l'état de sa femme. Et quand on lui annonce qu'elle n'a pas pu être sauvée, sa réaction est inhabituelle. Il n'est pas du tout effondré en l'apprenant. Et quand on lui demande s'il a quelque chose à voir avec la mort d'Heidi, il répond que non. 2 semaines après, un dessinateur engagé par l'avocat du mari de la victime établit un portrait robot du cambrioleur. Nick n'avait originellement pas donné d'informations sur la couleur de peau de l'intrus, mais il s'en est apparemment rappelé entre-temps. Il s'agirait d'un homme noir qui a dans les 40 ans. Une fois dressé, le portrait robot circule, mais personne ne reconnaît l'individu en question. Pendant ce temps, les enquêteurs creusent dans la vie des Firkus, et ce qu'ils découvrent les choque, notamment s'agissant de leur situation financière. Nick finit par avouer aux enquêteurs quelque chose que très peu de gens savaient. Leur maison allait être saisie. Le couple devait être expulsé le 26 avril 2010, soit le lendemain des faits. Nick dit que seul Heidi était au courant et qu'ils avaient fait le choix de n'en parler à personne, même pas à leurs proches. Ils savaient pas encore où ils voulaient aller après, c'était un problème qu'ils voulaient garder pour eux. Selon ses dires, mari et femme avaient tout de même commencé à emballer leurs affaires, et il y avait des bacs en plastique au sous-sol. Ils prévoyaient d'ailleurs d'aller acheter plus de cartons chez Home Depot, le jour du drame. Seulement, quand les enquêteurs demandent à voir des preuves que Nick et Heidi se préparaient bel et bien à déménager, il peut pas en fournir. Et si, lorsqu'il fouille la demeure, il trouve effectivement des bacs en plastique au sous-sol, il n'en voit que 3. 3 bacs pour vider une maison entière, ça fait pas beaucoup. Hein les filles? Ah ça va, je rigole, les mecs c'est pareil, j'ai un pote, 3 bacs ça lui suffit même pas pour ranger tous ses jeans slim. Ah j'ai pas dit qu'il avait du goût. Bon, dans le cas du couple, rien d'autre n'est emballé. Il y a quelques cartons vides dans le salon et aucun meuble n'a été démonté. Alors que tous les vêtements du couple sont parfaitement pliés dans les placards. En vérité, la maison a l'air parfaitement normale. À l'intérieur, il n'y a aucun signe que le couple prévoyait de partir le jour suivant. Les enquêteurs contactent alors les parents d'Heidi, John et Linda, qui sont dévastés par la perte tragique de leur fille. Sauf qu'au moment de leur parler de la saisie de la maison qu'elle partageait avec son mari et de l'expulsion qui était prévue, ils tombent complètement dénus. Heidi ne leur a jamais rien dit. Et ça lui ressemblait pas. Selon sa mère, elle ne ressentait aucune gêne au moment de révéler des informations personnelles ou de crainte d'avoir des conversations difficiles. Ses parents sont donc absolument certains. Si leur fille avait su qu'elle et Nick allaient perdre leur maison, elle leur en aurait parlé. Et ses amis disent exactement la même chose.
Ce qui rend le fait que personne ne sache rien au sujet de cette situation délicate d'autant plus étrange. Fort de ces nouvelles informations, les enquêteurs commencent alors à éplucher le contenu des emails d'Heidi et de ses textos. Et ils n'y trouvent aucune mention de problème financier quel qu'il soit, de saisie ou d'expulsion. Au contraire, dans les semaines précédant sa mort, Heidi faisait encore des projets à très court terme. Elle prévoyait par exemple d'aller à l'église le dimanche 25 avril, jour de sa mort, puis de sortir faire une pédicure avec ses amis. Elle a également répondu à des messages de son groupe de copines, dans lequel 2 d'entre elles parlaient de déménager ce week-end-là. Et elle l'a fait de manière neutre. Tout du moins, à aucun moment elle n'a dit qu'elle déménageait aussi, et a même proposé d'aider une amie. Un déménagement qui devait justement avoir lieu le jour de l'expulsion. Est-ce que c'est le comportement de quelqu'un qui sait qu'elle va être mise à la porte de son logement le lendemain? La réponse est simple, non. Les enquêteurs découvrent également autre chose. Il se trouve que la maison devait être saisie parce que 22 mois d'hypothèque étaient impayés. 22 mois. Ce qui veut dire que pendant près de 2 ans, Nick n'a pas payé l'hypothèque. Le couple avait également plus de 18 000 $ de dettes de carte de crédit. Et leur assurance habitation avait été annulée à cause de la saisie à venir. Des finances catastrophiques dont Nick n'avait parlé à personne. Sa famille comme ses amis n'en savaient rien. Et apparemment Heidi non plus. Désireux d'aller au bout des choses, les enquêteurs examinent tous les documents concernant la fameuse saisie. C'est comme ça qu'ils s'aperçoivent qu'aucun n'a été signé par Heidi. Seul Nick a paraphé tous les papiers. Et il a assisté à l'audience d'expulsion au tribunal du comté de Ramsey, en l'absence de son épouse. Pour les enquêteurs, l'image se précise. Des mois durant, voire peut-être des années. Il a caché leurs problèmes financiers à Heidi. Et le 25 avril 2010, soit le jour précédant l'expulsion, il s'est retrouvé dos au mur. Heidi allait forcément découvrir le poteau rose, ses cachotteries, les dettes, la saisie, l'expulsion. En somme, absolument tout. D'accord, mais 2 questions subsistent. Pourquoi Nick aurait-il ainsi menti compulsivement sur l'argent? Et si c'est le cas, qu'a-t-il fait des sous vu qu'il ne remboursait pas ses dettes? Il s'avère que ses amis le décrivent comme quelqu'un de sage, la personne vers qui tout le monde se tourne pour demander conseil. Il s'est toujours présenté comme un mari responsable, un homme accompli et un bon chrétien. Le gars fiable du groupe sur qui on peut compter, quoi. C'est une image on ne peut plus fausse, fabriquée de toutes pièces, qui s'apprêtait à tomber en morceaux. Quand est-ce qu'il a fait de l'argent du couple? C'est un mystère. Et il est frustrant, parce qu'on parle quand même de dettes conséquentes là. L'argent est bien parti quelque part, mais où? Nick n'avait a priori aucune addiction. Pas de maîtresse, son train de vie n'avait rien d'extravagant. L'argent qu'il devait à d'autres a juste disparu. Ce qui rend le tout encore plus absurde. Il l'a même pas dilapidé dans quelque chose de concret. Du style une voiture, une autre maison ou au casino. Il a l'air de l'avoir juste mal géré. Probablement par incompétence, peut-être par orgueil. Et plutôt que d'admettre son échec et d'avoir cette conversation difficile avec Heidi, il a préféré mentir. Encore et encore. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'échappatoire. Sauf que même si les enquêteurs ont de très forts soupçons concernant son implication dans la mort de sa femme, les preuves manquent cruellement. Ils n'ont pas obtenu d'aveu, il n'y a aucun témoin direct, juste de grosses incohérences dans son témoignage et un possible mobile. Ce qui n'est évidemment pas suffisant pour inculper quelqu'un de meurtre. Donc Nick est laissé libre et rentre chez lui. Ou plutôt il déménage. Parce que la maison appartient maintenant à la banque. Il retourne donc vivre chez ses parents qui résident à Mounds View, une banlieue de Minneapolis. Peu de temps après, l'avocat de Nick lui conseille d'arrêter de parler à la police et de refuser de voir un dessinateur pour créer un portrait robot officiel de l'intrus. Ce qu'il fait. Selon son avocat, un portrait a déjà été établi par un dessinateur qu'il a lui-même engagé. Et c'est suffisant. Résultat, l'enquête stagne. Mais les enquêteurs sont pas restés les bras croisés. 2 jours après la mort d'Heidi, ils ont effectué un test précis pour vérifier la crédibilité de la version de Nick. Des policiers se sont positionnés au rez-de-chaussée et ont secoué la poignée de la porte d'entrée. D'autres collègues se trouvaient à l'étage, dans la chambre où Nick prétend avoir entendu quelqu'un tripoter la serrure. Et le résultat est sans appel. De là-haut, ils n'ont strictement rien entendu. On se demande donc comment Nick a pu, lui, l'entendre. D'autant plus qu'un autre problème apparaît, parce qu'au fil du temps, il donne plusieurs versions différentes de ce qui s'est passé. Son doigt a glissé pendant la lutte, puis finalement c'est l'intrus qui a tiré sur Heidi. Ces incohérences sont notées dès le début, et les preuves médico-légales tendent à prouver qu'il n'y a eu aucune lutte. 1 an après la mort d'Heidi, le superviseur de l'unité des homicides de Saint-Paul dit que Nick n'a pas été rayé de la liste des suspects. D'accord,
Mais ils n'ont toujours pas assez de preuves pour l'inculper. L'affaire devient donc un cold case. Et 4 années passent. 2011, 2012, 2013, 2014. Heidi est morte. Nick reste libre et sa famille, convaincu qu'un intrus l'a tué. Son avocat déclare publiquement qu'il croit que tout comme sa femme, il est une victime et non un coupable. Mais en coulisses, certains enquêteurs refusent d'abandonner. Ils sentent que quelque chose colle pas dans cette histoire. Alors ils continuent de chercher, de creuser et d'attendre. Parce que dans ce genre d'affaires, les secrets finissent toujours par remonter à la surface. Il suffit généralement d'être un peu patient. Et justement, en 2015, soit 5 ans après la mort d'Heidi, la police reçoit un appel. Quelqu'un a reconnu l'homme du portrait robot qui circule toujours. Les enquêteurs sont galvanisés. Enfin une piste. L'individu en question s'appelle Michael Pye et il correspond parfaitement au profil. Il ressemble trait pour trait au croquis et a déjà été condamné pour des cambriolages violents. Michael est même connu pour son mode opératoire, qui est toujours le même. Il s'introduit dans des maisons occupées en forçant la porte d'entrée, exactement comme Nick l'a décrit. Les policiers semblent s'être trompés en le soupçonnant. Après avoir reçu ce signalement, ils font des recherches sans attendre et découvrent que Michael a bien pour habitude de commettre des cambriolages à Saint-Paul et aux alentours de 6h du matin, l'heure exacte à laquelle s'est produit l'incident chez les Firkus. Tout semble correspondre. Bon c'est forcément lui. Sauf qu'il y a un problème. Parce que le 25 avril 2010, au moment où Heidi a été tuée, Michael était déjà en prison. Il est matériellement impossible qu'il soit l'intrus recherché. Mais alors, pourquoi ressemble-t-il autant à l'homme du portrait robot ? Les enquêteurs se posent évidemment la question et réalisent que dans les mois précédant la mort d'Heidi, la photo de Michael avait été publiée dans tous les journaux locaux. Et des articles décrivaient ses crimes avec précision. Nick aurait-il essayé de piéger un innocent ? Enfin innocent, dans ce cas-là. Et si Nick avait simplement décrit un cambrioleur connu, en sachant pertinemment que ça mènerait les autorités sur une fausse piste ? Cette hypothèse change tout. Mais à ce stade, c'est tout ce que c'est. Une hypothèse. Et encore une fois, sans preuve concrète, l'enquête reste au point mort. Ainsi, les années continuent de défiler. 2016, 2017, 2018. De son côté, Nick vit sa vie. Et on peut dire qu'il n'a pas lésiné. En 2010, quelques mois seulement après la mort d'Heidi, il a rencontré Rachel Sanchez par l'intermédiaire de la sœur de cette dernière, Sarah, et de son beau-frère, David Olson. Ils étaient tous les deux des amis proches de la victime. Rachel venait de sortir d'un mariage abusif, et Nick faisait le deuil de sa femme. Ils se sont mis ensemble en 2011, et en août 2012, après 1 an de relation, ils se sont mariés. Leur premier enfant est né l'année suivante. Et ils en ont eu 2 autres en 2015 et 2017. En 2018, Nick est donc marié à Rachel, mais aussi père de 3 enfants. Et il travaille toujours dans l'entreprise familiale. Il a l'air de mener une vie des plus stables. Pourtant, la même année, quelque chose se fissure. Le mariage du couple se casse la figure. Et Rachel demande le divorce. Et là, vous allez me dire, mais si tout allait bien, pourquoi elle veut divorcer de Nick ? C'est complètement con, elle est écrite avec les pieds cette histoire, tu racontes n'importe quoi, cogiteur de mes deux. Ouais, doucement. En réalité, si ce second mariage s'écroule, c'est pour une bonne raison. Rachel vient en réalité de découvrir quelque chose d'assez inquiétant. Quelque chose qui lui rappelle furieusement ce qui est arrivé à Heidi, 8 ans plus tôt. Avant que Rachel demande le divorce en 2018, le couple vit à Mounds View, dans une maison achetée par les parents de Nick. Ils ont 3 enfants et tout va bien. En tout cas, jusqu'à ce que la mère de famille commence à remarquer des choses bizarres. Nick est responsable des finances du ménage, exactement comme il l'était lorsqu'il était marié à Heidi. L'homme a un arrangement simple avec ses parents. Il leur paie le montant du crédit immobilier chaque mois et s'occupe de payer les taxes foncières directement au comté. Un accord qui semble fonctionner. Jusqu'au jour où Rachel ouvre le tiroir à chaussettes de Nick pour y chercher quelque chose d'anodin. Quand ses doigts touchent un papier plié, elle le sort et découvre que c'est un avis officiel du comté, qui leur notifie qu'ils sont très en retard sur le paiement de leurs taxes foncières. Leur maison est donc à présent en danger de saisie. Rachel reste figée, le document entre les mains. Comment c'est possible ? Nick lui a toujours assuré que leurs finances étaient en ordre, qu'il s'occupait de tout, et qu'elle n'avait pas à s'inquiéter. Le cerveau de Rachel tilte immédiatement. Elle n'est pas sans savoir que la dernière fois que Nick a eu des problèmes financiers, beaucoup de choses sont allées de travers. Et sans qu'on sache vraiment si c'est lié, Heidi a finalement été tuée dans des circonstances plus que troubles. Une pensée terrifiante traverse la tête de Rachel, ce qui la pousse à prendre une décision rationnelle et radicale. Elle va pas confronter Nick tout de suite, parce qu'elle a peur de sa réaction.
et aimerait s'éviter un coup de fusil dans le buffet. Elle ignore dans quel état il peut se mettre s'il apprend que sa femme sait tout au sujet de leur dette. En bonne mère de famille, Rachel n'est pas prête à risquer la sécurité de ses enfants pour le découvrir. Cette nuit-là, elle attend donc que Nick s'endorme, puis elle réveille doucement leurs 3 enfants, les installe dans la voiture et quitte la maison pendant qu'il dort. C'est seulement dans les jours qui suivent que Rachel décide de confronter son mari. Mais elle veut des preuves, capturer ses mensonges. Alors elle commence à enregistrer secrètement leur conversation. Au cours de l'une d'entre elles, Rachel confronte Nick sur ses bobards répétés concernant leurs finances prétendument saines. Elle lui dit que le fait qu'il puisse lui mentir encore et encore, si facilement, la pousse à penser... Rachel n'a pas le temps de terminer sa phrase. Parce que Nick l'interrompt pour lui demander si c'est au fait qu'il aurait pu tuer sa femme que ça lui fait penser. Son épouse répond que oui. Et le silence qui suit est pesant. Nick ne cherche pas à nier. Il ne se défend même pas. Il a juste posé la question, comme s'il savait exactement où Rachel voulait en venir. Dans un autre enregistrement, elle parle avec son époux et ses beaux-parents. Rachel leur pose à tous les 3 la question qui la hante depuis qu'elle a découvert l'avis envoyé par le comté. Si Heidi savait vraiment qu'ils allaient être expulsés de leur maison le jour suivant, pourquoi n'y avait-il rien d'emballé dans leur maison? Pourquoi aucun de leurs biens n'était préparé à être déménagé? Pourquoi la maison avait l'air parfaitement normale, comme s'ils n'avaient aucune intention de partir? Apparemment, personne ne le sait. Ou s'ils savent, ils ne veulent pas en parler. Parce que Rachel n'obtient aucune réponse. Lors de cette conversation également enregistrée, elle dit également à Nick qu'elle ne sait plus qui croire, concernant ce qui s'est passé le jour où Heidi est morte. Bah oui, parce que maintenant, elle le voit. Ce schéma récurrent. Il ment systématiquement quand il s'agit d'argent. Et il est complètement incapable de gérer les finances d'un foyer. Il crée des problèmes financiers et les cache jusqu'au dernier moment, en laissant les choses s'aggraver sans rien dire. Rachel en est convaincue. Nick était clairement en train de lui faire les mêmes crasses qu'il avait faites à Heidi auparavant. La mère de famille obtient le divorce en 2018 et garde précieusement les enregistrements. En 2019, une enquêtrice du département de police de Saint-Paul reprend le dossier Heidi Firkus. Cette affaire la dérange depuis des années, parce que pour elle, la version de Nick n'est pas crédible. Ça n'a pas l'air de correspondre à ce qui s'est passé. Elle reconstruit l'investigation depuis le début. Elle réécoute les appels passés au 911, examine les photos de la scène de crime et parle aux voisins, à la famille, aux amis. C'est comme ça qu'elle apprend quelque chose d'intéressant, à savoir que Nick s'est remarié et que sa deuxième femme a demandé le divorce. L'enquêtrice décide donc de contacter Rachel. Et quand les 2 femmes se rencontrent, cette dernière partage tout. Elle parle à la policière de l'avis caché dans le tiroir, de sa fuite en pleine nuit avec les enfants et des confrontations qu'elle a enregistrées. Le fait que Nick mentait et cachait des problèmes financiers exactement comme il l'avait fait avec Heidi. Ce que Rachel dit à l'enquêtrice change tout, parce qu'à présent elle sait, de sources sûres, que Nick Firkus ment comme un arracheur de dents. Et ce jusqu'à se retrouver acculé. Convaincue qu'il lui faut creuser plus profond dans les preuves physiques, la policière contacte le FBI pour qu'il reconstruise les données sonores de l'appel du 911 d'Heidi. L'objectif est simple, savoir s'il y avait ou non une 3e personne dans la maison le 25 avril 2010 à 6h32. Le FBI utilise des technologies de pointe pour analyser chaque seconde de l'enregistrement. Les experts isolent les bruits de fond et amplifie les sons les plus faibles. Il cherche n'importe quelle trace sonore d'une voix supplémentaire, un bruit de pas, de respiration, n'importe quoi qui indiquerait qu'il y avait bien un intrus. Mais il ne trouve strictement aucune preuve qu'il y avait une 3e personne avec Heidi et Nick ce jour-là. Le FBI va même encore plus loin et crée un modèle 3D à l'échelle de la maison des Firkus. Ils veulent comprendre exactement ce qui s'est passé le jour des faits. Pour ce faire, ils combinent leurs tests balistiques avec le modèle virtuel de la maison et recréent la scène selon la version du mari de la victime. Donc un homme qui force la porte, Nick qui se précipite en bas des escaliers avec son fusil, une lutte dans le vestibule étroit, 2 coups qui partent accidentellement pendant la bagarre. Seulement, quand ils font ces simulations, absolument rien ne correspond. Les angles de tir ne sont pas cohérents avec les blessures observées sur les membres du couple. Quant à la balistique, elle révèle qu'il est impossible que ce soit le fruit d'une décharge accidentelle du fusil de Nick. L'emplacement du projectile dans le dos de la victime indique que quelqu'un lui a tiré dessus en tenant le fusil à hauteur d'épaule. La position même du corps d'Heidi ne colle pas avec ce que Nick a raconté. En bref, si l'on en croit les résultats des tests du FBI, les coups de feu tirés n'avaient rien d'accidentel.
et il n'y a jamais eu d'intrus dans la maison. L'enquêtrice chargée de l'enquête détient désormais 3 éléments cruciaux. Le témoignage de Rachel, l'analyse audio du FBI et la reconstruction balistique. En mai 2021, soit 11 ans après la mort d'Heidi, Nick est finalement arrêté et inculpé de meurtre au second degré. Un grand jury l'accusera plus tard de meurtre au premier degré, donc avec préméditation. Rachel veut témoigner au procès qui doit avoir lieu 2 ans plus tard. Mais les avocats de la défense soutiennent que le fait que Nick ait menti à Rachel n'est pas pertinent dans ce cas, parce que ça suggère en aucune façon qu'il a aussi menti à Heidi. Le juge est d'accord et décide que le témoignage de Rachel pourrait influencer injustement le jury. Elle ne sera donc pas autorisée à témoigner au procès. Mais son rôle dans l'enquête a déjà été crucial. Et oui, c'est grâce à ces informations que cette affaire vieille d'une décennie a enfin pu avancer. Nick Firkus est jugé en janvier 2023, soit 13 ans après avoir tué sa femme. 13 ans, pendant lesquels il a vécu librement, s'est remarié, a eu 3 enfants et a joué le rôle du veuf traumatisé. Le survivant d'une horrible tragédie, la victime d'un cambriolage qui a mal tourné. Tout ça repose maintenant sur 12 jurés. Vont-ils croire qu'un intrus s'est introduit dans la maison de Nick le 25 avril 2010 ou vont-ils croire à travers ses mensonges? Après 13 longues années d'attente, Nick, maintenant âgé de 39 ans, entre dans la salle d'audience. Les déclarations d'ouverture sont prononcées le 27 janvier 2023 dans une salle d'audience bondée. Environ 75 spectateurs remplissent les sièges, d'autres sont debout au fond. Les médias sont également présents en force. Tout le monde veut savoir. Nick Firkus va-t-il enfin payer pour ce qu'il a fait? L'accusation se lève pour expliquer qu'il a refusé d'accepter que toutes ses dettes et ses mensonges puissent être exposés, et que ça l'a mené à commettre l'impensable. Il a pris la vie d'Heidi pour sauver sa réputation, avant de se blesser lui-même pour maquiller son crime en tentative de cambriolage, qui aurait provoqué des tirs accidentels. Plusieurs témoins ont pu confirmer qu'il n'y avait aucun signe d'effraction, ni de lutte. La défense rétorque qu'il aurait été impossible pour l'accusé de mettre tout ça en scène en à peine 65 secondes. Dans un laps de temps si court, il aurait dû tirer sur Heidi dans le dos, marcher jusqu'à la cuisine, la retourner et s'assurer qu'elle était morte. Puis faire des marques d'outils sur la porte, la laisser entrouverte, se tirer dans la cuisse, ramper jusqu'au corps de sa femme, se saisir de son téléphone et appeler le 911. Pour un mec qui cache des preuves cruciales dans ses chaussettes, c'est dur à croire. D'ailleurs, pour son avocat, c'est tout bonnement impossible. Il soutient que la maison qu'il partageait avec Heidi avait été achetée en 2007 pour 215 000 $, et ça au sommet du marché immobilier, juste avant le crash de 2008. Le couple aurait décidé ensemble d'arrêter de payer l'hypothèque en 2008, déterminant que la saisie était le meilleur moyen de sortir de ce bien devenu trop cher pour eux. C'était soi-disant leur secret. Puis vient le tour de l'accusation. Et la procureure fait une démonstration spectaculaire. Elle commence par jouer une partie de l'appel d'Heidi au 911. Puis le coup de feu qui coupe l'appel après 38 secondes. On entend la voix paniquée de la jeune femme avant que la procureure ne lance un chronomètre sur son téléphone. Puis elle reconstitue physiquement tout ce que Nick aurait dû accomplir en seulement 65 secondes et y parvient. Aïe, la défense tente de contre-attaquer. Selon eux, Nick a d'abord composé 2 mauvais numéros avant de réussir à joindre le 911, ce qui aurait pris plus de temps. Oui, mais c'est trop tard. Le message est passé auprès du jury. Et la procureure conclut avec une phrase qui restera gravée dans l'esprit des jurés. Ne punissez pas Heidi Firkus, parce que la justice a pris trop de temps. Beaucoup trop de temps. Pendant 11 jours, 50 témoins défilent, y compris des experts du FBI et l'enquêtrice qui a rouvert le dossier en 2019. Parmi les témoins clés, il y a un serrurier qui a 35 ans d'expérience dans le métier. Il a été appelé sur des centaines de scènes de cambriolage au fil de sa carrière. Et il témoigne d'un fait simple. Dans chaque cas d'effraction qu'il a vu, les portes et cadres de portes étaient détruits. Bois éclaté, serrures forcées, cadres défoncés. En gros, les dégâts étaient évidents. La porte d'entrée des Firkus ne présente aucun de ces signes. D'accord, mais alors, qu'en est-il des marques d'outils sur le cadre de la porte que la défense mentionne? Selon l'expert, ce ne sont que de légères impressions, totalement inconsistantes avec une vraie effraction. En plus, un voisin des Firkus dit avoir entendu une dispute étouffée, des coups de feu, et enfin, une voix qui criait quelque chose comme « Tu lui as tiré dessus » ou « Tu m'as tiré dessus ». S'il te plaît. Non. Mais quand on demande à ce même voisin s'il a vu quelqu'un sortir de la maison du couple, il dit que non. Il a regardé par la fenêtre immédiatement après le coup de feu. Et il n'y avait personne. Le 10 février 2023, le jury se retire pour délibérer. Et après 4 heures à trancher,
Tous sont d'accord, le tir ne pouvait pas être accidentel. Nick l'a planifié. L'homme est déclaré coupable de meurtre avec préméditation, au premier degré donc, et coupable de meurtre au second degré avec intention. Nick baisse la tête, s'effondre et met ses mains sur ses genoux. Le 13 avril suivant, il doit être condamné et a le droit de s'adresser au tribunal avant que la sentence ne soit prononcée. Nick affirme que son esprit est tourmenté par des traumatismes anciens et nouveaux, et que son corps se tient condamné à purger la sentence d'un autre homme. Il nie toujours jusqu'au bout, ce qui ne l'empêche toutefois pas d'écoper d'une peine de prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Nick passera donc le reste de sa vie en prison. Il est actuellement incarcéré au Minnesota Correctional Facility à Rush City, et son avocat a fait appel de sa condamnation en octobre 2024 devant la Cour suprême de l'État. Il soutient que les preuves circonstancielles n'étaient pas suffisantes, que l'hypothèse d'un intrus restait raisonnable et que le jury aurait dû acquitter son client. La Cour suprême du Minnesota n'a pas encore rendu sa décision finale, et en attendant, Nick reste en prison. Il y a de grandes chances pour que ces recours n'aboutissent pas. Voici pour cette affaire criminelle. N'oublie pas de t'abonner à CyberGhost en cliquant sur le lien en description pour bénéficier de 4 mois offerts et 83% de réduction. Protège ta vie privée, débloque des contenus exclusifs et fais des économies avec CyberGhost. Tu peux l'essayer sans risque grâce à la garantie satisfait ou remboursé de 45 jours. N'hésite pas à liker la vidéo si ça t'a plu. Si t'es arrivé jusqu'au bout, écris Minnesota en commentaire. Je te remercie de m'avoir regardé et on se dit à très vite. Bye.